À la une de ce journal, le président de la République reçoit au palais présidentiel les directeurs de l'UNESCO et de l'ICESCO, ainsi que le directeur général de l'Institut du monde arabe à Paris. Démarrage sous le patronage de la première dame Mariam Mohamed Fadel des travaux de la 3e session de la conférence internationale sur la famille et la technologie. Les préparatifs pour le lancement de la 13e édition du Festival des cités du patrimoine sont terminés dans la ville de Chinguitti. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott une délégation de haut niveau de l'UNESCO conduite par Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, comprenant Eric Walt, directeur du bureau de l'UNESCO à Rabat, et Madame Batat, conseillère de la directrice générale. Lors de cette rencontre, le président de la République a honoré Audrey Azoulay de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite pour ses efforts dans le domaine de la promotion et de la préservation du patrimoine culturel. De son côté, la directrice générale de l'UNESCO a remis au président de la République le document d'inscription de l'épopée nationale Samba Galadio sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Nani Ould Cheikh, ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Hussein Ould Mehdou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, et Mme Moulati Mokhtar, ambassadrice de Mauritanie auprès de l'UNESCO à Paris. À l'issue de cette audience, la directrice générale de l'UNESCO a fait la déclaration suivante. Je suis très heureuse d'effectuer ma première visite officielle comme directrice générale de l'UNESCO en Mauritanie. Je remercie chaleureusement le président Ghazouani pour son invitation et pour m'avoir accordé à l'instant une audience en compagnie du ministre de la Culture, de Madame l'ambassadrice auprès de l'UNESCO. Et nous avons évoqué ensemble à la fois les questions du très riche patrimoine culturel du pays, aussi bien les villes anciennes, et je me rendrai demain à son invitation à Chinguitti au festival, les villes anciennes, le patrimoine naturel, mais aussi le patrimoine immatériel. Et j'en profite pour féliciter de nouveau la Mauritanie pour l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a quelques jours à peine, de l'épopée de Samba Galadio, qui est une composante majeure de la culture des communautés Peul ici en Mauritanie, mais aussi de l'inscription l'an dernier du système de transmission des connaissances de la Mahadra, qui est essentiel, cette université du désert, qui est une des richesses du patrimoine de la Mauritanie. Mais nous avons aussi évoqué son rôle en tant que président en exercice de l'Union africaine pour les questions de financement de l'éducation à l'échelle du continent et de politique culturelle à l'échelle du continent, encore une fois, ainsi que sa contribution au G20 sur toutes ces questions où il a également participé il y a peu. Merci beaucoup, merci à la Mauritanie de son hospitalité et je me réjouis encore une fois de cette visite officielle. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également reçu aujourd'hui au palais présidentiel le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, Dr Salem El Malik. La réunion a passé en revue les relations étroites entre l'ICESCO et notre pays, ainsi que les moyens de les développer et de les faire progresser vers la réalisation des objectifs souhaités.
La rencontre s'est déroulée en présence de M. Nani Ould Choroqa, ministre chargé de cabinet du président de la République, du secrétaire général de l'ICESCO, Mohamed Ould Sidi Abdallah, et du conseiller du directeur général de l'ICESCO, Dr Mohamed Saïd Oulba. À l'issue de la réunion, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ICESCO a exprimé sa joie et ses sincères remerciements au président de la République pour cette audience, soulignant qu'il a discuté avec lui des excellentes relations existantes entre la Mauritanie et l'ICESCO et des programmes et projets réalisés au profit de la Mauritanie. Il a déclaré être heureux d'avoir été décoré par le président de la République de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite qui n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui travaillent dans cette grande et importante institution internationale en charge de l'éducation, de la culture et des sciences pour les pays du monde islamique. De même que cette médaille est pour le peuple mauritanien qui a contribué dans toutes les activités et programmes présentés par l'ICESCO. C'est une décoration aussi pour la Commission nationale de l'ICESCO de Mauritanie et les ministères avec lesquels il a collaboré. C'est également un grand honneur que me fait le président de la République, que je remercie, dit-il, et je remercie la Première Dame qui a toujours parrainé nombre de programmes et de projets auxquels elle accorde autant d'intérêt et d'attention que la femme et l'enfant mauritanien. Je remercie encore une fois le président de la République, la Première Dame, le gouvernement et le peuple mauritanien. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également reçu aujourd'hui au palais présidentiel le directeur général de l'Institut du monde arabe à Paris, Jacques Lang. La réunion a discuté des moyens de développer les relations entre notre pays et l'Institut et de faire progresser les perspectives de coopération pour atteindre les objectifs souhaités. La réunion s'est déroulée en présence de Nani Ould Choroqa, ministre chargé de cabinet du président de la République, des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein Ould Meddou, et du représentant permanent de notre pays à l'UNESCO, Madame Moulati Mentel Mokhtar. À l'issue de l'audience, le directeur général de l'Institut du monde arabe à Paris a déclaré: Je suis très touché et ému et honoré par cette décoration que vient de me remettre Monsieur le Président de la République de Mauritanie. Cette décoration est élevée, c'est le grade de commandeur qui m'a été décerné par le Président. Et ça me touche beaucoup parce que j'aime la Mauritanie, j'aime l'action menée aujourd'hui par votre président, j'aime les Mauritaniens que je connais, j'en connais beaucoup, artistes, créateurs, étudiants, chercheurs. Voilà, je suis heureux, comblé et ému. Donc les rideaux sont tombés sur la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, placée sous le thème « Éduquer et qualifier l'Afrique pour le XXIe siècle ». La conférence qui s'est tenue du 9 au 11 décembre a abouti à la déclaration de Nouakchott appelant à une éducation obligatoire et gratuite en donnant la priorité aux filles dans les domaines techniques et professionnels et en plaidant pour que 2025-2034 soit la décennie de la transformation de l'éducation dans les pays de l'UA. Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur la conférence continentale sur l'éducation en Afrique.
Ainsi, la déclaration de Nouakchott appelle à permettre à chaque enfant à jouir de son droit à l'éducation, mais aussi au renforcement du statut des enseignants et à les rendre capables d'accomplir leurs tâches pour renforcer l'enseignement des matières scientifiques et tirer parti des nouvelles technologies, mais aussi moderniser les infrastructures pour améliorer la qualité de l'éducation et permettre aux jeunes ruraux d'accéder à l'éducation et en conformité avec les besoins du marché. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et de la Fonction publique a souligné que la conférence était une occasion qui permettait aux participants d'échanger des expériences et des idées sur les moyens de gagner l'étape actuelle et d'envisager de faire face aux défis et attentes pour le futur. Il a félicité les participants à la conférence pour leurs idées novatrices et les propositions qui ont été émises, qui vont sans nul doute, dira-t-il, contribuer de manière constructive à la préoccupation des pays africains et à leur ambition légitime de fournir une éducation de qualité, équitable et inclusive à tous les enfants. La ministre de l'Éducation de la République du Malawi a souligné que chacun est venu jouer un rôle dans les politiques éducatives du continent africain en partageant les expériences de plusieurs pays qui ont fait le point sur l'état de l'éducation. Le commissaire à la science, à la technologie et à l'innovation, ainsi que le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont souligné que la présence des 4 chefs d'État du continent africain reflète leur engagement et leur soutien à faire de l'éducation une priorité, saluant les riches discussions sur les programmes scolaires, les programmes d'éducation et toutes les questions connexes. Il est à noter que cette conférence était organisée par le ministère de l'Éducation, de la réforme du système éducatif en partenariat avec la Commission africaine et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et a réuni plusieurs présidents et plus de 30 ministres et représentants permanents de 26 pays africains. Nouakchott a abrité aujourd'hui un atelier de présentation du rapport préparé par l'UNESCO sur la transformation numérique des systèmes éducatifs dans les pays du Maghreb. Il a été présenté jeudi à Nouakchott. Cette présentation comprend des interventions d'experts du département de l'éducation, de la réforme du système éducatif et de l'UNESCO. Yedeli Fall. Avec le tout récent pacte numérique mondial lors du sommet des Nations Unies sur l'avenir en 2024, les pays du monde ont inauguré un nouveau consensus international sur le rôle de la technologie pour construire un meilleur présent et assurer un avenir plus durable. C'est dans ce cadre que se tient cet atelier. Le ministre de la Transformation numérique a déclaré qu'en évoquant la transformation numérique dans l'éducation, nous parlons d'un changement profond dans toutes les étapes de l'éducation, partant de l'élève à l'enseignant, la pédagogie et les manuels, et ce, en réponse à un appel du futur. Le ministre a souligné que par ces faits, nous armons par la connaissance nos générations pour le futur. Doter les enseignants par les nouvelles technologies est devenu une nécessité, une exigence des temps présents, a-t-il dit. Au cours de cet atelier, plusieurs exposés sur les applications et leur utilisation dans différents pays ont été présentés. Les opportunités qu'elles offrent ont également été présentées et discutées. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mamadou Niang, accompagné du Wali de l'Inchiri, Idriss Demba Koreha, a visité une école en construction dans un quartier de la ville et en cours de réhabilitation. Il a exhorté les responsables de ces installations à accélérer le rythme des travaux dans ces bâtiments compte tenu de leur importance pour le succès de l'école républicaine d'une part et la priorité accordée à la jeunesse d'autre part, soulignant la nécessité de respecter les normes convenues dans le cahier de charges. La visite s'est déroulée en présence du conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local, du Hakam de l'adjoint au maire, des responsables des services de sécurité aux côtés de certains cadres du département.
C'est sous le haut patronage de la première dame Mariam Fadel Dak, l'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, a lancé ce jeudi à Nouakchott les travaux de la 3e session de la conférence internationale sur les sciences. Le thème de cette session, famille et technologie, a été choisi pour ouvrir une autre fenêtre liée à la numérisation et à ses effets positifs et négatifs sur la société. Aminata Khan. Notre capitale a abrité les travaux de cette conférence internationale sur la famille et la technologie, régulation des usages, des services et des contrôles. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille de prononcer un discours au nom de la première dame, Dr Mariam Fadel Dak, indiquant que la famille occupe une place de choix au sein du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, notant que le président s'est engagé à construire une société harmonieuse, dominée par les valeurs de solidarité et d'intégration sociale, mais également pour tirer le meilleur parti de la technologie et des avantages qu'elle offre, la mise en place par le gouvernement de moyens efficaces pour minimiser les risques que peuvent engendrer l'utilisation abusive de la technologie. Elle a souligné que le parrainage de cette conférence par la Première Dame et son plaidoyer en faveur des questions liées à la femme, à la famille et à l'enfance constituent un levier puissant pour les efforts des différentes parties prenantes dans le domaine, ajoutant qu'elle mérite le titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'ICESCO. Lui succédant, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. Hussein Ould Moddou, a indiqué que la conférence représente une occasion d'échange entre les différents partenaires, notamment des experts en sociologie ainsi que des spécialistes dans la culture numérique pour parvenir à des points de vue et des propositions qui contribueront à relever les défis auxquels le monde islamique est confronté à travers des délibérations guidées par l'approche de la pédagogie. Son homologue de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Ould Bod, a quant à lui indiqué que cette conférence constitue une opportunité de réflexion et d'échange sur les bonnes pratiques pour l'organisation des services numériques et l'orientation des familles. Le directeur général de l'organisation de l'ICESCO a indiqué que la session organisée à Nouakchott est venue valoriser le travail commun pour échanger des visions sur un sujet délicat dans la voie de l'autonomisation des femmes et des filles dans le domaine numérique. Il a souligné que cela constitue un défi majeur pour bénéficier de leur distinction. Le vice-président de la région de Nouakchott a lui aussi pris la parole et a déclaré que la région continuera à suivre le rythme de toutes les activités qui enrichissent l'espace national dans divers domaines, qu'il s'agisse de la culture, du social, de la jeunesse ou des sports, et s'est engagé également à soutenir toutes les initiatives incluses dans cette conférence. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la journée. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Hussein Ould Moddou, des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Sidi Yahya Ould Cheikh Ould Mrabط, des domaines du patrimoine de l'État et de la réforme foncière Mokhtar Ahmed Bousseiv, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Mamadou Niang, de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Savia Menteta Yedalifal. Le décret relatif aux passerelles entre l'enseignement originel et celui formel a été commenté en premier lieu par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ainsi, il a déclaré que le projet de décret qu'il a présenté au Conseil des ministres vise à établir des ponts entre l'enseignement traditionnel école coranique et celui formel, et cela dans le but de promouvoir une scolarisation inclusive aussi bien au primaire qu'au secondaire. Selon le ministre, ceci est un moyen d'assurer plus d'équité dans l'accès à l'éducation, notamment dans les zones enclavées et dépourvues d'écoles formelles.
Le ministre a déclaré que le texte est composé de 3 chapitres qui identifient les années scolaires servant de passerelle entre les 2 systèmes, ainsi que les formations qui seront organisées chaque année pour les bénéficiaires du programme. Enfin, le ministre a souligné que le projet s'inscrit dans une vision plus globale visant à garantir l'accès pour tous à un enseignement de qualité, capable de renforcer les valeurs de la société mauritanienne et consolidant son identité. À son tour, le ministre des Domaines est revenu sur les grandes lignes de sa communication relative à la protection du patrimoine de l'État. Il a indiqué que le gouvernement est résolument engagé pour lutter contre l'occupation illégale des terres dans certaines zones de Nouakchott, notamment le secteur 5 de Taïret, le secteur 8 de Tavrarzène ou encore les zones côtières où les situations d'occupation anarchique et illégale ont connu une augmentation. Le ministre a relevé qu'à la suite d'une concertation entre les ministères de l'Intérieur, de l'Habitat et du patrimoine de l'État, il a été décidé de suspendre toute construction dans les zones mentionnées. Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département a ouvert la voie aux détenteurs des terrains situés dans les zones litigieuses pour qu'ils prouvent leur propriété effective. Toutefois, il a noté que ceux-ci n'ont pas été en mesure de fournir des pièces justificatives valides. Il a annoncé que des mesures seront mises en œuvre dans les jours à venir. Le ministre a réitéré la volonté de l'État de mettre fin à l'occupation anarchique des espaces publics et autres terres. Des équipes et des mécanismes de contrôle rigoureux seront ainsi déployés afin de surveiller en permanence le secteur foncier, a ajouté le ministre. Pour sa part, le ministre de l'Habitat a fait l'économie du projet de loi relatif à la modification de la loi 2024-3 du 17 janvier 2024 relative à l'urbanisme et à la construction. Il a souligné que l'État a adopté une politique visant à unifier les compétences en matière de gestion. Malgré les efforts consentis pour les lois de 2008 et de 2024, jusqu'à présent, les résultats n'ont pas été atteints. Pourquoi les résultats ne sont pas atteints? Nous avons l'urbanisme. L'urbanisme, ce n'est pas le lotissement. L'urbanisme, il y a des plans. Il y a un enseignement directeur qui définit une vision de la ville de Nouakchott. Ensuite, il y a les plans locaux d'urbanisme qui définissent une vision de la commune. Ensuite, il y a les plans d'aménagement des zones qui définissent dans un secteur quel type de construction nous allons voir. Est-ce que cette zone est apte à être construite ou non, conformément au plan local d'urbanisme et au schéma directeur? Ça, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Tout ce que nous avons, c'est le lotissement. Donc, nous n'avons que les documents de lotissement, ce qui fait qu'on construit anarchiquement sans les normes. Et ce projet de loi, cette modification, indépendamment de tout ça, il y a un point très important que vous n'avez pas souligné. C'est le rapprochement des populations au service de l'État. Imaginez quelqu'un aujourd'hui qui a un problème de terrain. Il faut qu'il se déplace tout d'abord à l'habitat. Arrivé à l'habitat, il va lui dire, OK, donne-moi ton permis d'occuper. Il va vérifier sur le plan. Il va dire, non, attendez, je vais écrire au domaine pour voir, est-ce que ça c'est pour toi ou non. Le monsieur, il va encore retourner au domaine. Donc, ce problème de va-et-vient constitue un grand problème pour les populations, surtout ceux qui ont un problème de décotage. Ils ne savent même pas là où aller. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, que nous détenons les plans au niveau de l'habitat. C'est les domaines qui vendent. Parfois, quelqu'un, il paye un terrain, il a les coordonnées. Nous, ça a trouvé que les plans, ça varie tous les jours. On modifie les plans. Ce qui fait que le monsieur, il avait son plan, il avait acheté, il a les coordonnées. Et arrivé que nous, on trouve qu'on a modifié les plans, lui, il se perd. Ce qui fait qu'il y a des sauvagements, il y a double emploi. Ça, c'est des problèmes récurrents. En plus, il n'y a pas dans la sous-région, si on regarde, le lotissement, ce n'est pas question d'urbanisme. Même les communes, on peut les confier le lotissement. Dans cette modification, nous avons pris l'urbanisme de s'occuper de l'urbanisme. Et que le lotissement, d'une manière ou d'une autre, d'une part, elles peuvent faire partie de l'urbanisme. Dans ces conditions, si le ministère du Domaine introduit un lotissement, il doit avoir notre avis. Pourquoi? Parce que nous, on va voir est-ce que ça c'est conforme au schéma directeur, au plan de l'urbanisme de la ville concernée. Et donc aujourd'hui, nous pensons que cette loi, indépendamment de la presse de la population, peut-être ça va nous aider, parce que nous, on va s'occuper uniquement des plans d'urbanisme. Donc, on a le schéma directeur de Nouakchott, c'est tout ce que nous avons. Alors, il y a d'autres plans qu'on doit
réalisés. La ministre de l'Action sociale, quant à elle, a présenté les points saillants d'une communication conjointe avec le ministère de l'Économie et des Finances concernant la stratégie nationale d'inclusion et de renforcement des droits des personnes en situation de handicap. La ministre a révélé que le texte a été préparé suite à une large concertation englobant 12 ministères et d'autres parties prenantes. L'objectif, a poursuivi la ministre, est de permettre à cette catégorie de la population de jouir pleinement de ses droits. Elle a ajouté que parmi les objectifs de cette stratégie figure le renforcement du cadre légal et institutionnel, la lutte contre les stéréotypes et l'intégration de cette catégorie de population dans la vie active. Concernant le Festival des cités du patrimoine, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il va effectivement démarrer ce vendredi à Chinguitti. Cette édition, a dit le ministre, met en avant le volet développement et un budget de 4 milliards d'ouguiya est consacré à l'amélioration des conditions de vie des habitants. Cela va de la fixation des dunes dans le cadre de la lutte contre la désertification, la construction d'infrastructures sanitaires et scolaires, en plus de l'accès à l'eau et à l'électricité. Le porte-parole du gouvernement a affirmé que l'incident ayant impliqué l'arrestation de Mauritaniens et la réquisition de leurs véhicules s'est produit sur le territoire malien, contrairement à ce qui a été diffusé dans certains médias. Il a déclaré que l'incident s'est déroulé lors d'une opération de l'armée malienne, notant que les citoyens mauritaniens ont recouvré leur liberté ainsi que leurs biens. Place à présent au jungle de notre fenêtre quotidienne sur le Festival des cités du patrimoine qui se tient pour cette 13e édition dans la ville historique de Chinguitti, dans la wilaya de l'Adrar. À la veille du lancement des activités de la 13e édition du Festival des cités du patrimoine de la ville de Chinguitti, celle-ci connaît un incessant mouvement des visiteurs venus participer au festival. Lors des précédentes éditions du Festival des cités du patrimoine qui ont été organisées, la ville de Chinguitti avait bénéficié de plusieurs programmes de développement au sein des volets développement du festival. Le rapport suivant examine les aspects de la manière dont la ville bénéficie de ces interventions de développement. Bokar Bailaba. Les préparatifs vont bon train à Chinguitti en Adrar pour le Festival des cités du patrimoine. Sur le lieu qui abrite la cérémonie d'ouverture, c'est l'effervescence qui domine. À la veille du démarrage de ce grand rendez-vous culturel, artistique, scientifique et de développement, tout est fin prêt. Confirmation avec le directeur de l'établissement national de sauvegarde de la cité ancienne, Adnadoun Beyrouk, qui explique que rien n'a été laissé au hasard pour assurer la réussite de ce grand événement. En d'autres termes, la logistique est bien en place. Très visible dans l'esplanade devant abriter la cérémonie d'ouverture, les tentes déploient toute leur splendeur et sont prêtes à accueillir les festivaliers. Qui dit festival des cités du patrimoine dit forcément artisanat. Justement, cet aspect particulier très palpable. Venues de toutes les villages du pays, ces femmes qui excellent dans l'artisanat se frottent déjà les mains. Selon elles, le festival des cités du patrimoine est une aubaine pour écouler des produits artisanaux. Donc, c'est une opportunité à saisir. À grand événement, grande visibilité médiatique. Là aussi, la télévision nationale El Mauritania a déployé de gros moyens humains et techniques pour assurer une couverture professionnelle de l'ensemble des activités du festival des cités du patrimoine à Chinguitti. Ces dernières années, d'importantes réalisations ont été effectuées à Chinguitti pour permettre une renaissance économique et sociale, surtout à la faveur du volet développement de cette importante manifestation dont le format décline une série d'interventions efficaces et de projets structurants. À titre d'illustration, un village d'artisanat a été réalisé dans la ville pour permettre aux acteurs de se rassembler dans un même espace pour valoriser leurs produits, un espace bâti selon les règles de l'art. La Cité du patrimoine a également bénéficié de programmes de développement des infrastructures scolaires, permettant ainsi de répondre aux attentes des populations locales. La santé n'est pas en reste. Et à ce sujet, un nouveau centre de santé équipé d'importants matériels techniques a été réalisé dans la cité à la faveur des efforts déployés par l'État.
Dans le domaine culturel, l'État a aussi déployé des efforts pour sauvegarder le patrimoine local à travers la valorisation des bibliothèques et la réhabilitation des mosquées, ainsi qu'un programme de désenclavement de la cité. Toutes ces réalisations participent à créer une nouvelle impulsion au développement de cette cité du patrimoine. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikh Abdallah Bouede, a supervisé ce jeudi matin dans la ville de Chinguitti en présence de la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimatoum Khatri, et du wali de l'Adrar, Abdallahi Oul Mohamed Mahmoud, la pose de la première pierre d'un projet de développement intégré mis en œuvre par Taazour au profit des habitants de la ville dans le cadre du volet développement du Festival des cités du patrimoine. Yadalifal. Ce complexe commercial a été bâti sur une superficie de 600 mètres carrés. Un village éclairé avec l'énergie solaire en plus d'une usine de fabrication de briques sont les différentes structures inaugurées par le délégué général de Taazour à Chinguitti. À travers ces projets, la délégation compte contribuer à l'amélioration de la situation des habitants de cette région du pays et plus précisément de la ville de Chinguitti. Le délégué général a déclaré que les franges les plus démunies de notre peuple occupent une place particulière dans le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et c'est ainsi que ce dernier a doté d'importants budgets destinés à ces franges. Il a rappelé que ces infrastructures construites à Chinguitti ont coûté à l'État 65 250 500 ouguiya. Le maire de Chinguitti a loué la création de ces infrastructures qui, sans doute, a-t-il dit, contribueront à améliorer la situation économique des bénéficiaires et résorber le chômage. Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune pour expliquer l'importance de ces infrastructures de Taazour. Le wali de l'Adrar a supervisé aujourd'hui dans la ville de Chinguitti le volet revenant au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille dédié à la répartition des fonds pour les activités génératrices de revenus et certains équipements au profit des personnes handicapées. Ces fonds s'inscrivent dans le cadre du volet développement de la fête du patrimoine à Chinguitti. Le parti INSA a organisé hier dans la ville d'Attar un meeting préparatoire à l'occasion de l'accueil par la ville de Chinguitti de la 13e édition du Festival des cités du patrimoine, et cela en présence du vice-président du parti, Mohamed Yahya Al-Harma, de plusieurs dirigeants, cadres et militants du parti. La manifestation visait à sensibiliser les populations de l'Adrar quant à l'importance de cet événement qui comprend 3 volets particuliers, ainsi qu'à développer les aspects sociaux et économiques qui impactent sur la vie des habitants, en plus de valoriser et de développer les volets du patrimoine culturel et scientifique. Place au reste du journal après le jingle. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion de jeudi matin, présidée par Ali Mamadou Khan, son président, à l'examen du budget du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système d'enseignement dans le cadre du projet de loi de finances de l'État pour l'année 2025. La Commission a suivi un exposé de la ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, Houda Ment Baba, dans lequel elle a mis en exergue les différentes rubriques de son budget et les domaines de ses dépenses. Le budget du ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, s'élève à 9 539 180 000 ouguiya. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion hier soir,
présidé par Ali Mamadou Kane, son président, à l'examen du budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le projet de loi de finances de l'État pour l'année 2025. La commission a suivi un exposé de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Massoud Mentbaham ou Mohamed Laghraf, qui a mis en exergue les chapitres budgétaires et les domaines de dépenses du département. Le budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'élève cette année à 563 355 372 ouguiyas. Nouakchott a abrité ce matin un atelier pour approuver le guide de procédure du Fonds national pour répondre aux crises alimentaires des cadres du commissariat à la sécurité alimentaire, de l'administration générale du budget et de certains partenaires techniques et financiers ont participé à l'élaboration du guide. Bokar Bailaba. L'objectif du manuel de procédure du Fonds national pour répondre aux crises alimentaires et nutritionnelles est un outil essentiel pour garantir l'efficacité des interventions menées par l'État et ses partenaires dans les dossiers de crise alimentaire et nutritionnelle. L'occasion pour le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, l'imam Abdawa, de souligner que ce manuel constitue un élément essentiel de la stratégie ambitieuse du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui vise à élaborer une stratégie claire, cohérente et politique durable de gestion et de financement de la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. Il a noté que l'approbation de ce guide fournira des outils pratiques et des procédures claires aux utilisateurs du fonds. Pour le programme alimentaire mondial, le manuel de procédure du Fonds national pour répondre aux crises alimentaires et nutritionnelles couvre toutes les activités prévues dans le plan national de réponse, y compris la distribution de produits alimentaires et l'assistance nutritionnelle. La création de ce fonds représente une avancée majeure dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition en Mauritanie. La mise en place de ce mécanisme témoigne de l'engagement du CSA, le commissariat donc à la sécurité alimentaire, et du soutien de partenaires tels que le Programme alimentaire mondial, la Banque mondiale, l'Agence française de développement. Alors, c'est le fruit d'un plaidoyer soutenu entre le CSA et ses partenaires techniques et financiers, notamment, je répète, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, le FMI et le PAM. Et ce fonds constitue un mécanisme crucial pour répondre rapidement aux besoins des populations les plus vulnérables, particulièrement face au choc climatique croissant auquel la Mauritanie est confrontée. Au terme des allocutions, les participants ont eu droit à la présentation des grandes orientations contenues dans le manuel de procédure du Fonds national pour répondre aux crises alimentaires et nutritionnelles. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, accompagnée de notre ambassadrice auprès de l'UNESCO, Mme Moulati Mentel Mortar, a visité l'Office national des musées, écoutant des explications détaillées sur ce que contient le musée de l'histoire du pays et des rares manuscrits qu'il contient. La directrice générale de l'UNESCO a reçu des explications sur les héros de la résistance nationale et les grands sacrifices qu'ils ont consentis pour l'indépendance du pays. La directrice générale de l'UNESCO a signé le livre d'or du Musée national, notant son admiration pour l'histoire et la culture de notre pays. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les directeurs de l'UNESCO et de l'ICESCO, ainsi que le directeur général de l'Institut du monde arabe à Paris.
Démarrage sous le patronage de la première dame Mariam Mohamed Fadel Da des travaux de la 3e session de la conférence internationale sur la famille et la technologie. Les préparatifs pour le lancement de la 13e édition du Festival des cités du patrimoine sont terminés dans la ville de Chinguetti. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.